J'aimerais ça dans un premier temps que tu nous dises si tu es native de Saint-Jérôme. Quel est ton lien avec Saint-Jérôme? Alors, je suis native et ma famille est ici depuis plusieurs générations. Mon arrière-grand-mère a été baptisée par le curé Labelle. Alors, c'était les premières familles qui s'installaient dans la région et mon arrière-grand-père a été chef de gare pendant... il a travaillé à la gare tellement longtemps que les gens disaient qu'il était parent avec le CP. À cette époque-là, je pense qu'il a travaillé comme 60 ans. Et dans la mémoire familiale, là, j'ai des souvenirs, j'ai entendu des choses depuis très longtemps, là, même à la fin du 19e siècle, la construction de la cathédrale, tout ce qui se passait, même le développement du Nord avec le curé Labelle qui voulait développer le Nord, puis comment les familles à l'époque s'investissaient pour participer à ce développement-là. Puis c'est des choses qu'on oublie de voir comment Saint-Jérôme était un lieu important pour le développement du reste de la région. Et c'était quoi tes matières préférées à l'école? Alors, la géographie, l'histoire, et puis j'ai toujours été impliquée dans la pastorale aussi au niveau secondaire. Et je participais à toutes sortes d'activités humanitaires. Je me rappelle, adolescente, on avait fait une grève de la faim contre la guerre au Vietnam, tu imagines. Dans le parc de la rivière, devant la cathédrale. Là. Puis l'évêque avait garanti à nos parents qu'ils nous surveillaient pas qu'on meure de faim. Alors, c'est ça, j'ai toujours été impliquée dans des activités humanitaires. Là. Est-ce qu'il y a eu justement un élément déclencheur pour t'impliquer dans la communauté, aider ton prochain? Dans la famille, premièrement, mes parents étaient très impliqués dans la communauté. Ils faisaient partie de différents regroupements. Puis chez moi, là, quand j'étais jeune, il y avait souvent des réunions. Là, on tassait les meubles, puis c'était des tables, puis la maison, elle se remplissait de monde. Avec Jacques Grandmaison, là, qui était un grand ami de mes parents. Et pour moi, c'était des exemples. Là. Alors, je me suis très jeune... J'étais impliquée dans les Jeannettes, dans les guides, pour participer à toutes sortes d'activités avec la communauté. Et quelles sont tes activités, tes passe-temps favoris, Neil? Je suis très impliquée au coffret, mais aussi dans d'autres organismes. Ça fait partie de ce qui me permet de me sentir utile dans la communauté. Là, je suis habitée par ça, puis je comprends que c'est pas tout le monde qui est habité par ça. Quand j'étais jeune, même, j'aurais aimé être une religieuse pour vraiment donner ma vie à ce qui me passionnait. Mais adolescente, toutes les religieuses que je connaissais, ils sortaient de chez eux. Ils sortaient puis ils se mariaient. Fait que j'ai pas été à contre-courant, fait que je me suis mariée. Mes loisirs personnels sont souvent liés à mes engagements. Entre autres, dans le parc... au bout de la 8e avenue, on a fait des jardins collectifs, puis des sentiers dans la forêt. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'aller m'impliquer dans le parc et dans les jardins. Voyager aussi, il y a eu une période où j'ai voyagé énormément. J'étais allée étudier même à Strasbourg avec l'ONU sur le droit des réfugiés. J'ai fait un stage à Rome aussi avec la communauté Sant'Egidio. Juste avant d'arriver ici dans l'église Saint-Marcel. C'est une communauté à Rome qui reçoit du Vatican tous les monastères et les églises qui ferment et je voulais aller voir comment ils fonctionnaient, quels étaient le plan d'action, le rapport avec les personnes dans le besoin et en même temps les rapports avec les bénévoles qui font en sorte que leurs activités là, sont vraiment un succès. Alors, ça a été pour moi des moments assez importants là, pour m'ouvrir à la diversité culturelle. Je suis allée plusieurs fois au Moyen-Orient. Et ça aussi, ça m'a aidé beaucoup à voir que dans la différence, parfois, nous, ce qu'on peut percevoir comme des contraintes, pour eux, c'est une façon de vivre qui fait qu'ils sont très heureux quand même. T'sais. Entre autres, pour les femmes voilées. C'était quelque chose qui me questionnait beaucoup et j'ai pu voir à travers mes voyages que cette différence-là, on doit l'accepter, puis pas seulement percevoir ça comme des contraintes, mais percevoir ça comme un mode de vie, une culture en soi qui permet l'épanouissement de ces gens-là quand même.
Et quel a été le premier organisme que tu as fondé? Alors, le premier, ça a été un service de garde à l'école Sainte-Thérèse d'Enfant-Jésus. Alors, c'est la petite Aspésie, c'était une halte garderie, là. C'était à l'époque, mon Dieu, dans les années 85 à peu près, là, 84, 85, je sais pas trop. Et c'était le début des services de garde dans les milieux scolaires, là. Et ça a été tout un défi. À l'époque, il y avait beaucoup de résistance au niveau même du conseil de ville. C'était très particulier. Et finalement, ils m'ont permis de m'installer dans la salle de fournaise pour partir la petite garderie. Et avec le temps, ben, on a comme amélioré les lieux, mais c'était très difficile à l'époque d'instaurer ça. Ça changeait le concept de la mère au foyer. Les gens... C'est surtout des hommes là, qui étaient en position de pouvoir à cette époque-là. Et eux voyaient l'arrivée des femmes sur le marché du travail comme quelque chose d'immoral presque. T'sais. En 1985? Oui, oui. Eh bien, même, on avait fait une demande à la ville. Là, il y avait le gouvernement de l'époque offrait des subventions pour ouvrir des garderies. Et il y avait, moi, sur la 8e avenue, je demeure, on était expropriés par l'aéroport Mirabel. Alors, il y avait des maisons sur la rue qui étaient abandonnées parce que les gens avaient quitté. Et là, nous, on avait un projet pour ouvrir une garderie avec ma sœur. Et le conseil municipal n'a jamais voulu. Il fallait que la demande budgétaire devait passer par la ville. C'était un budget qui était offert aux villes pour ouvrir des garderies. Ils n'ont jamais voulu. Ils disaient non, il fallait que les femmes restent à la maison. Puis... on ne pouvait pas ouvrir des services de garde. Les enfants, il fallait qu'ils soient élevés par leur mère. C'était une période charnière un peu là, dans la place que devaient prendre les femmes là, sur le marché du travail. Au niveau de la question que je viens de te poser, le premier organisme que tu as fondé, j'imagine qu'il y a eu d'autres organismes par la suite. Oui. La garderie a été ta première expérience, oui. Mais... Après ça, j'ai fondé la fondation Clara Bourgeois en mémoire pour mon arrière-grand-mère. Et on avait à l'époque j'étudiais en intervention psychosociale et il y avait, on était comme une équipe d'étudiants là, à Saint-Jérôme et on avait comme fait une analyse des besoins avec le CLSC. Alors on avait identifié plusieurs secteurs d'activité et on aurait voulu à l'époque que la Fondation Clara Bourgeois puisse s'impliquer dans différents secteurs. Mais très rapidement, on s'est aperçu que les ministères auxquels on s'adressait exigeait que l'organisme soit dédié à des fonctions. Entre autres, pour le coffret, il fallait que ça soit, avec le ministère de l'Immigration, il fallait que ça ne pouvait pas être une fondation qui fasse des demandes d'aide financière au ministère. Il fallait que ce soit un organisme dont la mission était dédiée à l'immigration. Donc, la Fondation Clara Bourgeois a créé le coffret. Après, on a créé les Serres de Clara, qui est l'organisme qui gère le parc à Saint-Antoine. Et après ça, on a participé à la création de la maison Pause-Parents, qui était à l'époque, on était à la Maison Blanche au centre-ville. Et la maison Pause-Parents a été en balbutiement, fait qu'on a consolidé les gens qui étaient autour de ça. Ensuite, on a participé à la création de la maison de naissance des Laurentides. À la Maison Blanche, on offrait à la communauté des espaces d'incubation, des incubateurs communautaires. Alors, c'était une maison qui avait beaucoup de petits locaux. Alors, on offrait un local à des groupes qui voulaient initier quelque chose et pendant 1 an, on offrait le local gratuitement et même on offrait même de financer parce que quand un organisme naît, ça prend du temps avant qu'il puisse avoir accès à du financement. Alors nous, on absorbait un peu comme la mission de l'organisme pour permettre de faire des demandes d'aide financière. Puis aussitôt que l'organisme était capable de faire des demandes par lui-même, ben il quittait le navire puis il allait voler de ses propres ailes. Fait qu'à plusieurs occasions, il y a des organismes qui sont nés à la Maison-Blanche. Par la suite, dernièrement,
j'ai participé à la création de la Corporation de développement communautaire de la MRC Rivière-du-Nord, qui est un regroupement de tous les organismes communautaires. Alors, il y avait une table pauvreté qui existait à Saint-Jérôme depuis plusieurs années. Et là, la table n'était pas enregistrée. Et pour pouvoir avoir un plan d'action puis être capable d'intervenir dans la communauté, il fallait qu'on crée un organisme. Et après avoir étudié toutes les possibilités, eh bien, il a été retenu de créer une corporation de développement communautaire. Et puis, dernièrement, j'ai participé à la création de l'hébergement Fleurs de Macadam pour offrir un service là, aux sans-abri dans la MRC Rivière-du-Nord. Oui, tout un parcours. Et Clara Bourgeois, c'est en l'honneur de ton arrière-grand-mère que la fondation a porté son nom. Oui, alors c'était une femme qui a été baptisée par le curé Labelle, donc elle était parmi les premières familles là, qui étaient installées dans la région. Et c'était une femme qui était très impliquée dans la communauté, c'était une sage-femme. Elle s'occupait aussi des endeuillés, des mourants. Elle nourrissait les sans-abri. Elle hébergeait. Il y avait dans sa maison là, un banc de quêteux sur lequel il y avait toujours quelqu'un qui venait dormir. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment donné sa vie à la communauté, en plus d'avoir 17 enfants. Oh. Alors, ça a toujours été pour moi une référence sur une vie qu'on donne à sa communauté. Pour moi, c'était vraiment un exemple de don de soi qui m'a toujours inspirée. Donc, malgré ses 17 enfants, elle s'est quand même très impliquée. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, elle était présidente de l'Ordre de Saint-François d'Assise. Elle siégeait sur les conseils. Il y avait 3 communautés religieuses à l'époque à Saint-Jérôme. Et elle siégeait sur les conseils de ces communautés-là. Fait qu'elle était énormément impliquée dans la communauté. Et il n'y a rien qui a été écrit sur ces femmes-là qui ont participé au développement des communautés. Alors pour moi, c'était important là, d'en parler puis de laisser un peu une trace de cette femme-là là, qui avait collaboré à l'émergence d'une société solidaire là, à Saint-Jérôme. Tout un exemple. Oui. Alors, si on revient au coffret, j'aimerais savoir dans quel contexte et en quelle année tu as fondé l'organisme Le Coffret. Alors, c'est en 86 que je suis allée à Vancouver, à l'Expo universelle de 86. C'est dans le pavillon de l'ONU. Il y avait un kiosque sur le Haut-Commissariat des réfugiés. Et à cette époque-là, moi, j'avais jamais entendu parler des réfugiés. C'était quelque chose que je connaissais pas. Et j'ai vraiment ressenti un appel pour ces gens-là, étant les gens les plus démunis de la planète, qui ont perdu leurs racines, ils n'ont plus de pays, ils sont comme dans un cul-de-sac, dans des camps de réfugiés. Alors, j'ai fait application à l'ONU pour aller travailler dans les camps et ils m'ont très rapidement répondu « Non, partez un organisme, on va vous envoyer des réfugiés ». Alors, à l'époque, j'avais 28 ans, 29 ans, 30 ans. Alors, c'est à cette période-là que j'ai mobilisé des personnes pour être capable de former un conseil d'administration et de partir l'organisme. Et le coffret qui veut dire Centre d'orientation et de formation pour favoriser les relations ethniques traditionnelles. Et le coffret était un peu le résultat de la fermeture des COFI. À l'époque, entre autres à Saint-Jérôme, quand on a reçu les gens, les boat people, il y avait un COFI à Saint-Jérôme. C'était un centre d'orientation et de francisation pour immigrants. Et c'était géré par le fédéral. Mais au milieu des années 80, le gouvernement du Québec s'est rapproprié le pouvoir en immigration et les COFI ont été fermés au Québec. Alors, à la fin des années 80, le gouvernement du Québec décide de publier un livre blanc sur l'immigration et sur la régionalisation de l'immigration. Envoyer les immigrants en région. Alors, moi, j'étais en train de mettre sur pied l'organisme Le Coffret pour pouvoir accueillir des réfugiés des camps de l'ONU. Et on s'est comme glissé dans cette opportunité-là et on a été un des premiers organismes en région à pouvoir être subventionné pour attirer et installer des immigrants en région. Finalement, c'est en 1995 que sont arrivés les premiers réfugiés. Alors, ils venaient de Sarajevo, la capitale de l'ex-Yougoslavie.
Et à partir de ce moment-là, tous les ans, on recevait là, des cohortes de réfugiés. Et on a toujours aussi collaboré à offrir des services à la communauté d'accueil. Parce que, encore là, en étant témoin de la situation de pauvreté de Saint-Jérôme, si on veut faire rentrer des réfugiés, il faut s'assurer que les résidents de Saint-Jérôme ont une bonne qualité de vie et qu'ils ont accès eux-mêmes à des services essentiels. Alors c'est pour ça qu'on a été très impliqués dans la communauté, puis avec le conseil d'administration, on répondait aussitôt qu'on identifiait un besoin, on participait soit par incubation pour favoriser l'évolution d'un dossier, ou en s'impliquant au niveau du conseil d'administration de d'autres organismes pour s'assurer que les services essentiels ils sont toujours offerts à la société d'accueil. C'était une bonne façon aussi de faciliter l'intégration. Absolument, parce qu'on sensibilise à ce moment-là tous les organismes à la réalité des immigrants qui arrivent ici. Là. Puis on s'assure que tous les organismes ont aussi une capacité à s'adapter aux besoins de cette clientèle-là. Nous, les immigrants qui arrivent, on ne veut pas qu'ils développent une dépendance avec le coffret. Nous, on va susciter leur autonomie le plus possible et on va accompagner nos partenaires pour qu'ils puissent donner des services aux immigrants, puis comme ça, ils deviennent autonomes là, très rapidement. Très bien pensé. Et c'est quoi la mission du coffret, là, grosso modo? Alors, sa première mission, c'est d'accueillir et d'installer des nouveaux arrivants. Alors, dans le cas des réfugiés, qui est une grande partie de notre clientèle, nous, ce sont des réfugiés qui arrivent des zones de guerre. Certains étaient dans des camps de réfugiés, d'autres étaient un peu itinérants en attendant d'être réinstallés. Alors, notre rôle, c'est de les accueillir quand ils arrivent. Alors, c'est le ministère de l'Immigration du Québec qui nous informe, il arrive par le fax. T'sais. On reçoit un petit papier qui sort du fax et qui dit « Ah, telle date, une famille, tant d'enfants qui vont arriver. » Alors, on se prépare à les accueillir. Alors, on trouve un appartement. Il y a un programme qui les soutient pour les installer. Et après ça, avec nos membres et nos partenaires, on réussit à trouver les meubles qu'ils ont besoin là, pour finaliser leur installation. On travaille beaucoup avec le Bouc humanitaire présentement, là, qui est vraiment un organisme qui nous soutient là, dans cette démarche-là. Alors, eux autres, ils ont des milliers de membres sur leur site. Et à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, mettons, on va les voir et on leur dit là, on a besoin d'une poussette, là, il y a une petite maman qui vient d'arriver avec des jumeaux, là, puis ça prend une poussette double. Là, fait que là, les autres, ils mettent ça sur leur site. Puis dans le temps de le dire, il y a quelqu'un qui répond oui, j'en ai une, puis ils répondent très rapidement. C'est un organisme là, qui est bien structuré, qui nous soutient très bien. Là. L'information qu'il y a une famille qui s'en vient, elle ne s'installe pas nécessairement à Saint-Jérôme. Oui, toujours. Mais les réfugiés, on les installe toujours à Saint-Jérôme parce que c'est ici qu'il y a les services, qu'il y a la francisation. On donne aussi des services à des immigrants économiques, à des immigrants qui ont été parrainés ou qui font partie du regroupement familial. Mais à ce moment-là, nous, on ne les prend pas en charge comme ce qu'on fait avec les réfugiés. Alors, c'est des personnes, souvent, ils vont venir nous voir, sont déjà en logement, ils ont déjà une place, mais là, ils ont besoin d'aide pour faire les demandes pour les allocations familiales, pour avoir leur numéro d'assurance sociale. Alors, c'est plus au niveau administratif qu'on va donner du support pour réussir à répondre à leurs besoins. Donc, en réalité, vous desservez tout le territoire des Laurentides, oui. Mais les réfugiés sont vraiment installés à Saint-Jérôme. Oui. Nous, on va là, de Saint-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier, là, Antoine Labelle, mais on ne va pas installer des gens là-bas, sinon, dans des cas très particuliers, nous, on va plutôt soutenir les organisations et favoriser, s'il y a des organismes ou des municipalités qui nous demandent de l'aide, on peut aller les soutenir pour développer, adapter leurs services pour avoir un pouvoir d'attraction plus grand, surtout présentement avec la rareté de main-d'œuvre. Beaucoup de municipalités espèrent recevoir des immigrants. Alors, on fait partie de tables de concertation là, pour développer des stratégies d'attraction et on s'investit beaucoup aussi pour avoir des outils de rétention. Parce que c'est beau d'attirer les immigrants, mais si on veut qu'ils restent,
il faut adapter les services, s'assurer qu'à l'école, il va y avoir de la francisation, s'assurer qu'il y a de la place pour les services de garde pour les enfants, soutenir le chef de famille, dans certains cas c'est l'homme, dans d'autres cas c'est la femme, pour qu'ils puissent intégrer le marché du travail ou aller en francisation le plus rapidement possible. Vous avez développé plusieurs partenariats avec de nombreux organismes pour élargir votre offre de services. Est-ce que tu pourrais nous parler de la clinique des réfugiés et des ateliers de francisation et d'alphabétisation? Alors, la clinique de réfugiés, avec la présidente du conseil d'administration, Mme Bernadette Gélineau, on avait travaillé au début des années, vers la fin, 2009-2010 à peu près. On s'est aperçu que les réfugiés avaient vraiment besoin de soins. Hein, on comprend, là, quand il y a des gens qui arrivent et qui ont été parfois 20 ans dans des camps de réfugiés, sous-alimentés, en n'ayant accès à aucun soin, bien, ils arrivent ici puis ils ont des problèmes de santé. Et à l'époque, il fallait qu'on se lève comme à 5 heures le matin pour réussir à se mettre en ligne, pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Alors, on avait fait plusieurs représentations au gouvernement et à l'époque, c'était la Régie de la santé qui était ici, pour finalement arriver avec d'autres régions qui ont fait les mêmes pressions pour que les CLSC des villes, parce que, excuse-moi, Saint-Jérôme est une destination pour les réfugiés. Puis c'est Saint-Jérôme qui est la destination, c'est pas les autres villes, là. Alors, Saint-Jérôme étant une destination comme Joliette, Granby, Québec, Laval, Drummondville, Gatineau, il y a 13 villes au Québec qui sont des destinations pour les réfugiés. C'est-à-dire que quand le gouvernement sélectionne des réfugiés dans les camps pour les amener ici, bien, ils vont les diriger en région plutôt que de les installer à Montréal. Et ça fait partie de la politique de régionalisation de l'immigration. Donc, toutes les régions du Québec qui recevaient des réfugiés avaient toutes le même constat, la difficulté à faire soigner ces gens-là. Alors, finalement, le ministère de la Santé a accepté d'avoir des cliniques de réfugiés dans les CLSC des villes qui étaient des destinations pour les réfugiés. Alors, c'est comme ça qu'à Saint-Jérôme, on a pu mettre sur pied la clinique des réfugiés au CLSC de la Rivière-du-Nord, là, qui est à Saint-Jérôme. Alors, cette clinique-là, elle est constituée d'infirmières, de médecins, travailleurs sociaux, qui rencontrent tous les réfugiés quand ils arrivent là, dans le premier mois et qui passent tous les tests là, pour s'assurer qu'ils n'ont pas de problèmes de santé grave et entre autres qu'ils n'ont pas non plus de maladies qui pourraient être répandues là, dans la population. Et au niveau de la francisation, est-ce que ça fait partie aussi d'une politique gouvernementale? Est-ce que les autres centres du Québec offrent également ces services-là? Alors nous, on a des ateliers de francisation. Alors c'est 2 matinées par semaine où c'est des enseignants bénévoles. Pour la plupart, c'est des enseignants retraités qui viennent donner des ateliers de francisation. Mais le programme de francisation comme tel du ministère de l'Immigration, c'est donné au cégep et à l'école Marchand. Alors au cégep, c'est vraiment à temps plein, où les gens là, vont pendant 5 jours par semaine, pendant 40 semaines, faire de la francisation à temps plein. Est-ce que tu t'es impliqué dans d'autres organismes que le Coffret? Tu en as parlé tantôt, il y a les fleurs de macadam. Les serres de Clara, j'aimerais ça qu'on revienne sur les serres de Clara, ce sont des jardins communautaires. Oui, alors ce sont des jardins communautaires et des jardins collectifs. Alors la différence, c'est que les jardins communautaires, c'est une partie des jardins où chaque petit jardin appartient à quelqu'un qui gère sa parcelle. Tandis qu'un jardin collectif, c'est une parcelle, une immense parcelle, où tout ce qui est là est redistribué avec l'ensemble des bénévoles qui travaillent là, dans le jardin. Plutôt qu'être des petites parcelles individuelles, c'est une immense parcelle qui appartient à l'ensemble des gens. Là, on a une centaine de bénévoles là, qui viennent chaque année là, travailler avec des organismes. On a des organismes partenaires comme la Maison Pause-Parents, mon Dieu, il y a le Coffret qui y va aussi. Il y a le CLSC avec l'aide psychiatrique qui vient, le Carrefour Jeunesse Emploi. Mesures alternatives des Vallées du Nord aussi sont déjà venus. Alors, ce sont des groupes qui viennent et qui amènent leur clientèle
et qui passent la journée à travailler dans le jardin. Et à la fin de la journée, la récolte est partagée avec les bénévoles qui ont collaboré. Et les fleurs, fleurs de macadam? Alors, Hébergement Fleurs de Macadam, ben, c'est un organisme pour les sans-abri. Alors, il y a quelques années, pendant plusieurs années, ça a été le Centre Sida Amitié qui s'occupait de l'hébergement des sans-abri, des itinérants. Et puis, à un moment donné, ben, c'était pas vraiment dans leur mission. Et ils avaient, au cours des années, dû investir sur l'hébergement. Et là, à un moment donné, le conseil d'administration avait décidé qu'il ne voulait plus avoir cette responsabilité-là. Alors, ben, le coffret, quand on accueille des réfugiés qui viennent de l'étranger, ben, c'est un peu comme des itinérants internationaux qui arrivent. Alors, si on veut amener des réfugiés à Saint-Jérôme, il faut que les sans-abri de Saint-Jérôme aient eux-mêmes des services. Ça devient incohérent de faire venir des gens d'ailleurs. Alors, on s'est investi pour mettre sur pied l'hébergement à Fleurs de Macadam qui va très bien présentement. Là. Dis-moi, Lynn, Méridien 74 versus le coffret, est-ce que Méridien, ça désigne le lieu qui héberge tous les organismes? Oui, c'est ça. Alors, Saint-Jérôme, on est sur le Méridien 74 sur la planète. Alors, et le Méridien 74, c'est vraiment le méridien de l'Amérique là, qui va jusqu'à Terre de Feu. Et pour nous, c'est comme, c'est le nouveau monde. C'est une zone qui est en développement. On a quoi, 400, 500 ans d'histoire. Et on est encore dans cette poursuite-là d'accueillir des immigrants qui viennent s'installer ici. Le Canada reste un des pays qui a le plus de place pour accueillir des immigrants. Donc, on fait partie de ces objectifs-là pour les immigrants. Puis en même temps, c'était d'avoir comme une position sur la planète, de dire, ben nous, on est sur le Méridien 74 et ça permettait aussi de déconfessionnaliser l'Église plutôt que de garder le nom Église Sainte-Marcelle. Ben, en étant le Méridien 74, ben, c'est plus laïque comme nom. Là. On a maintenu dans l'église une petite chapelle pour que les personnes de la communauté puissent quand même venir ici. Eh bien, ça va être intéressant de poursuivre avec l'église Sainte-Marcelle cette fois-ci. Sainte-Marcelle, c'était une femme qui a donné sa vie pour supporter les œuvres de Saint-Jérôme. À l'époque, en France, là, Saint-Jérôme avait un monastère. Puis Saint-Jérôme, ben, à l'époque, il y avait encore des lions en France. Et il avait enlevé une épine dans la patte d'un lion. Et ce lion-là, c'est comme domestiqué. Alors, il suivait Saint-Jérôme partout, au risque de faire peur aux autres locataires du monastère. Et c'est pour ça que le lion est devenu le symbole de Saint-Jérôme. Alors, on est le pôle de la sécurité alimentaire de la MRC Rivière-du-Nord. Alors, c'est les organismes en sécurité alimentaire qui permettent de distribuer et de soutenir les cuisines collectives. Alors, on a décidé d'agrandir notre cuisine afin de permettre à des groupes de venir faire de la cuisine collective. Alors, chaque jour, le matin, on a une équipe qui est ici qui va préparer le dîner. Et l'après-midi, ben, c'est un autre groupe qui rentre pour s'occuper d'une cuisine collective. Alors, à ce moment-là, c'est des personnes qui viennent cuisiner et qui vont repartir avec les plats chez eux. C'est une assez grande réserve, là, plein de frigos et de congélateurs. Fait qu'on reçoit des denrées de Moisson Laurentide et on a aussi des donateurs privés. Et c'est le mercredi matin que la distribution se fait. Là, on a 130 familles dans le quartier qui sont inscrites à l'aide alimentaire. Alors, la boutique a été mise en place pour permettre aux réfugiés d'avoir accès à des choses à moindre coût.
Et on reçoit beaucoup de dons, des gens qui veulent donner des choses. Des fois, là, il y a des familles qui arrivent, là, ils ont juste un petit sac avec le papier, ils n'ont rien. Alors quand ils arrivent, à leur arrivée, ils peuvent prendre plein de stocks gratuitement, puis par la suite, bien, les coûts, ils sont minimes, là. Mais quand ils arrivent en hiver, ils sont habillés à l'aéroport. À l'aéroport, là, c'est le gouvernement fédéral qui va lui fournir le manteau, les bottes, la tuque, le foulard, les mitaines, même des pantalons d'hiver pour les enfants. Là. Fait qu'ils arrivent, ils sont déjà habillés pour l'hiver. Fait qu'ils n'ont pas froid en arrivant. Et on essaie de faire le plus d'activités possible parce qu'on considère que cette nef-là appartient à la communauté. Alors, entre autres, lors de l'aide alimentaire, les gens viennent attendre ici. On évalue qu'il y a à peu près entre 1400 et 1500 personnes par semaine qui passent ici, avec tous les groupes là, qui viennent pour des rencontres le soir, les gens qui viennent le jour, la fin de semaine. Elle est très vivante, très habitée. Et comment ça a commencé, cette belle aventure-là, Lynn? De quelle façon vous vous êtes retrouvée ici, à l'église Saint-Marcel? Nous, on a essayé d'acheter l'église Saint-Lucien à l'époque. Et malheureusement, les objectifs de développement là, ont fait en sorte qu'on n'a pas été capable d'avoir accès à cette bâtisse-là. Et au même moment, bien, ici, la cathédrale avait décidé de fermer l'église. Alors, j'étais allée voir, à l'époque, c'est le curé André Daou qui était là, Daou, de Émirie Daou, le mari de Clara Bourgeois, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Alors, c'est mon petit cousin de la fesse gauche. Et, je lui expliquais là, que j'avais essayé d'acheter l'église Saint-Lucien, que ça ne marchait pas. Bien, il dit, viens voir, le Sainte-Marcel, on devrait la fermer. Alors, je suis venue à l'assemblée où ils ont annoncé aux paroissiens qu'ils devaient fermer l'église. Mais à la fin de la rencontre, je suis restée pour rencontrer le CA de la fabrique et leur dire, si vous êtes intéressés, nous, on pourrait rentrer et on laisserait la place pour les prières du dimanche. Puis tous les organismes qui étaient ici, là, le cercle de fermières, les scouts, le comptoir d'aide alimentaire, entre autres, qui était déjà ici. Alors, on a comme hérité des activités qu'il y avait déjà dans l'Église. On a maintenu toutes les activités. Puis, ça fait un lieu d'attachement, un lieu d'enracinement dans notre identité collective. C'est important. Quand il y a eu la colonisation, entre autres, là, ils bâtissaient des églises pour assurer qu'il y ait un lieu communautaire dans le quartier, le village. Et même si on a une TV et Internet, là, ça nous prend quand même un lieu où on est capable d'avoir des relations humaines avec des gens dans un lieu où on a tous une référence identitaire. Fait que c'est un peu l'objectif du Méridien 74, de permettre aux gens d'avoir une référence identitaire, puis de s'ancrer dans leur communauté. Et il y a beaucoup de concertation qui se fait ici, de réunions, soit dans la salle de conférence ou ici. Alors, c'est un lieu qui est partagé par plusieurs partenaires aussi, là. La plus grosse dépense ici, c'est le chauffage. Donc, il faut trouver des moyens pour payer le chauffage. Alors, nous, dans le fait qu'on a tant de colocs et qu'on a la boutique, bien, ça nous permet d'assumer les frais de chauffage. On peut difficilement passer les frais de chauffage dans des programmes de subvention pour faire des actions avec les immigrants. Ou, tu sais, c'est pas... il faut que ça s'autofinance, là. Dans le cadre de tes fonctions, est-ce que tu aurais un beau souvenir, un moment privilégié à nous partager? Je pourrais dire qu'à chaque fois qu'on reçoit des réfugiés qui arrivent et qu'on n'est pas capable de parler avec eux, parce qu'ils ne parlent pas français, mais on parle, on a des interprètes, mais on a aussi développé une capacité à souhaiter la bienvenue à la personne en français, mais tout se joue dans le regard. Et avec le temps, la personne apprend à parler français et il arrive toujours un moment où là, elle parle français puis elle vient nous voir pour nous remercier
Et là, c'est toujours très émouvant. Et tu sais, avec les enfants, souvent, c'est les enfants en premier qui vont parler français. Et là, les enfants qui viennent nous raconter comment ils sont contents d'être ici, de plus être dans les camps, de pouvoir aller à l'école. Puis ça aussi, tu sais, ici, l'école, chez nos jeunes, tu sais, c'est perçu comme une obligation. Il faut aller à l'école. Et là, quand on travaille avec les réfugiés qui n'ont pas pu aller à l'école et qu'eux, là, ils nous remercient parce qu'ils peuvent aller à l'école, ils peuvent apprendre à lire puis à écrire, bien, ça nous permet de prendre conscience du privilège qu'on a d'être ici et qu'on n'est pas conscient. Même, tu sais, le fait qu'on vive en paix ici, qu'on n'a jamais peur d'être attaqué, c'est un privilège extraordinaire là, qu'on n'est pas conscient non plus. Tous ces gens-là qui arrivent des zones de guerre et qui, même je me rappelle les premiers qui est arrivés là, de l'ex-Yougoslavie, puis qui nous disaient, les Jeux olympiques avaient eu lieu là, quelques années avant, là, à Sarajevo, c'était la plus belle ville d'Europe là, à cette époque-là, suite aux Jeux olympiques, et qui nous disaient qu'ils n'ont pas vu venir ça, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est arrivé à leur pays. Comment, tu sais, ça s'est tellement fait vite qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre conscience qu'il se passait quelque chose qui les a forcés à fuir leur pays. Et la majorité des réfugiés, bien, eux, ils n'auraient jamais voulu quitter leur pays. Ce pas des aventuriers qui partaient vers l'Amérique, là. Ce sont des gens qui, à cause de la guerre, ont été obligés de quitter. Alors, quand on reçoit des témoignages de ces gens-là, qui viennent nous confirmer qu'enfin, ils ont trouvé la paix, ils ont plus peur, ils ne se réveillent pas la nuit parce qu'ils ont l'impression que quelqu'un est rentré dans la maison, et que les enfants s'épanouissent, bien, c'est vraiment ça la plus belle récompense.